Bonjour à tous, je suis Céline Lefebvre, je suis Partner Account Manager chez Red Hat et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux intervenants pour faire un retour d'expérience sur des infrastructures containerisées, des plateformes e-commerce de la société Amersport. Amersport, vous connaissez la société par les marques qu'elle distribue, notamment Salomon. Il s'agit de Monsieur Bocquier du groupe Amersport et de Jean Froment de la société Apalia. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce retour d'expérience, je propose de vous présenter Apalia. Apalia est un partenaire Red Hat depuis de nombreuses années. Apalia est partenaire Advance et le partenariat entre Apalia et Red Hat est basé autour des compétences d'Apalia, autour des solutions et des services cloud pour accompagner nos clients dans la transformation de l'IT. Le projet qu'ils ont mené avec Amersport a été fait de bout en bout par Apalia, tant sur la préco technique que sur le déploiement et l'accompagnement du design, et enfin pour finir sur le build et le run. Bonjour Monsieur Froment, bonjour Monsieur Bocquier, merci de nous rejoindre pour ce Red Hat Forum virtuel 2020. Je vous laisse présenter vos fonctions et ce retour d'expérience. Bonjour, je me présente, donc je suis Jean Froment, ingénieur DevOps à la société Apalia. Donc je suis un ancien développeur un petit peu pour l'historique et depuis maintenant bien 5-6 ans, j'ai entamé la conversion en ingénieur DevOps SRE. À savoir, j'interviens chez les clients et je les accompagne pour que ils puissent transformer leurs applications, digitaliser les processus, containeriser des applications, intégrer sur des plateformes as a service des workloads. Donc en gros, j'aide de bout en bout toutes les équipes, qu'elles soient infra ou qu'elles soient de développement, à prendre un peu les outils numériques modernes autour des sujets tels que l'automatisation, l'infra as code, le cloud, la containerisation, et puis on va en parler aujourd'hui d'OpenShift notamment. Et je vais passer la main à Pascal Bocquet du groupe Amersport. Bonjour à tous. Alors moi je suis architecte en infrastructure système à la base. Ça fait 20 ans que je travaille pour le groupe Amersport. J'ai au début surtout contribué à mettre en place toutes les bases de l'infrastructure globalisée du groupe, donc le système de directory, la messagerie, les réseaux. Et ensuite j'ai participé activement au programme de digitalisation, donc de transformation digitale, en mettant en place des plateformes et des process pour les équipes opérations et les équipes de développement. Maintenant, je suis responsable de l'équipe opération hosting basée à Annecy depuis 2019. Et donc le but principal de cette équipe, c'est de fournir de l'hébergement pour toutes les applications et les différentes solutions du groupe Amersport. Donc si on parle plus en détail du groupe Amersport, comme vous le voyez sur le slide, il est composé de marques assez internationales, donc Salomon, Arc'teryx, Atomic, Wilson étant les plus connus. Il embauche à peu près 10 000 personnes dans le monde, à peu près 1000 en France, essentiellement à Annecy, un peu sur Lyon aussi. Et surtout, c'est un gros regroupement de nationalités et de cultures. On a des valeurs qui sont liées au sport, qui sont notre détermination, notre esprit d'équipe, notre fair play, et surtout l'innovation et la recherche d'optimisation fait partie de notre ADN. Pour le sujet digitalisation, donc le réseau de vente d'Amersport c'est réparti entre l'Amérique et l'Europe, un petit peu en Asie, mais pas beaucoup. On a environ 235 magasins en propre. Après, on passe par des partenaires de vente. Et donc, ce projet de digitalisation était surtout de déployer une plateforme e-com homogénéisée à travers toutes les marques pour le groupe entier. Et aujourd'hui, donc, ce projet a déployé la plateforme sur à peu près 7 millions et demi de consommateurs de la plateforme. Donc depuis 2015, où on a commencé la transformation digitale par la nomination d'un Chief Digital Officer, un CDO,
Et depuis, donc, on a fait que améliorer cette plateforme au travers d'un programme qu'on appelait Omnichannel, qui est centré sur le consommateur. Et donc, c'est à travers, enfin, à l'intérieur de ce programme, qu'on avait un programme plus IT, on va dire complètement DevOps dans l'esprit, qui s'appelait Accelerate the Core. Donc là, on en arrive au slide suivant. Donc les différents défis qu'on avait à relever, c'était de prendre la plateforme e-com historique, donc qui tournait un peu en mode monolithe, et de refactoriser tout ça en microservices avec des concepts de front, de back, de core system autour d'un bus d'entreprise et surtout d'une DevOps factory qu'on a constitué avec Apalia justement. Et c'est en 2007, donc après avoir bien avancé sur ce projet-là, qu'on a réalisé que il nous fallait une plateforme pour gérer tous les environnements de maquettage, de staging ou de test pour les développeurs. Les développeurs, eux, ils avaient déjà commencé à utiliser Docker beaucoup sur leur poste en local pour maqueter un peu ce qu'ils faisaient. Et on avait besoin donc de récupérer ce savoir-faire Docker, de le mettre correctement dans l'infrastructure et d'orchestrer tout ça pour leur offrir la liberté d'utiliser des containers Docker, mais aussi pour qu'on puisse bien suivre les changements qu'ils opéraient avec ces containers et pour être sûr qu'on soit capable de reproduire tout ça en prod sans avoir à, entre guillemets, copier-coller à la main. Donc avant OpenShift, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait toutes les VM de l'environnement e-com, donc les serveurs Magento, les databases, les front-ends, les back-ends, etc. On clonait les VM, on reproduisait toute la configuration, on confiait tout ça aux devs, on attendait qu'ils aient fini leur changement et ensuite on reproduisait, pas que à la main, on avait beaucoup de pipelines et de scripts déjà, mais quand même tout ça, ça nous prenait une bonne semaine. Alors qu'aujourd'hui, avec OpenShift, donc on a tout ça, c'est containerisé. On fournit une stack entière en libre service à nos développeurs qui sont capables d'instancier une nouvelle stack complète ou partielle pour faire leurs tests. Et après, nous, on a un plan très clair grâce au dashboard OpenShift de qu'est-ce qu'ils ont ajouté, qu'est-ce qu'ils ont modifié et qu'est-ce qu'on doit faire en prod. Donc, tout ça, c'est surtout Apalia en fait qui nous a accompagnés là-dedans pour intégrer tous ces process DevOps et gestion d'OpenShift pour cette transformation digitale. Donc, je passe la parole à Jean pour détailler la partie Apalia. Voilà, tout à fait. Alors nous, donc c'est exactement comme il a présenté Pascal qu'on intervient. En fait, on intervient sur plusieurs sujets. On a vraiment une approche à la fois technologique, dans le sens où Apalia va aider à implémenter les technologies. Mais avant tout ça, ce que cache l'iceberg, c'est aussi toute la partie plus organisationnelle et humaine. Donc, ce qu'on a fait dans le cas d'Amersport et ce qu'on fait dans le cas de nos autres clients, d'abord on commence par étudier où en est l'existant, quelle est la topologie de l'application typiquement, parce qu'il faut connaître les besoins déjà, donc c'est-à-dire moderniser les applications, ça se fait pas en un claquement de doigts, et est-ce que c'est moderniser pour moderniser ou pour autre chose. Donc voilà, c'est un peu collecter tous ces points d'intérêt qui ont de la valeur vraiment pour Amersport. On les a collectés. Principalement, c'était de moderniser les applications, mais surtout d'assurer la qualité en fait de ces applis, d'avoir une bonne vue sur ce qui se passait et d'avoir une vraie CI/CD qui assurait la bonne mise en forme et la bonne construction des images pour l'application. C'était aussi gagner en vélocité, pouvoir faire des tests beaucoup plus rapidement et beaucoup plus pouvoir en fait accepter tous les changements qu'il y avait dans le code, les nouvelles fonctionnalités, pouvoir les accepter assez rapidement. Ça prenait un certain temps avant notre mission et grâce aux outils que je vais présenter juste après, ça a pu énormément gagner en temps là-dessus. Donc une nouvelle fonctionnalité pouvait être validée, testée et du coup mergée dans le code principal très rapidement. Et puis surtout aussi améliorer la gestion des usages et des coûts, c'est-à-dire avoir une visibilité quand même sur ce qui se passe, mais avoir une stricte séparation des responsabilités et savoir qui fait quoi, à qui revient la responsabilité des patchs de sécurité au niveau OS ou au développement des tests et se porter garant qu'il passe bien. Donc voilà, on a fait tout un audit de l'existant un petit peu pour savoir quels étaient les besoins d'Amersport.
Ensuite, on a décidé quelle application allait être l'application pilote. Il s'agissait donc de Magento. Magento qui est la plateforme e-commerce chez Hammersport, en tout cas pour la plupart des marques Hammersport. On a dressé une to-do list, on a listé un peu tous les besoins qu'il y avait à faire sur l'application elle-même. Et ensuite, on a avancé en parallèle. En fait, il y avait donc un consultant d'Apalia qui a implémenté le cluster OpenShift pour être prêt à accueillir les applications. Et puis moi, sur un autre sujet, mais qui est tout à fait complémentaire, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est former les développeurs et les accompagner et mettre en place toute l'automatisation pour pouvoir tester et s'intégrer avec OpenShift, justement. Donc on a monté le cluster en même temps qu'on adaptait les workloads à être hébergés sur le cluster. On a essayé d'être le plus, même en interne, nous, dans l'approche qu'on a, d'être le plus agile possible, en fait. Donc on a fait un tour d'horizon des outils, on a cartographié un petit peu les applications. On a fait beaucoup de formations, bien sûr, hein. La formation est primordiale parce qu'il faut sensibiliser aux technologies, il faut sensibiliser à l'organisation. Le DevOps et les containerisations impliquent des grands changements organisationnels. En tout cas, un mindset à avoir et qu'il faut que les équipes embrassent ce genre de philosophie plutôt que de leur imposer sans les consulter. Donc on a fait des workshops, on a fait des labs, on a monté plusieurs formations sous forme d'ateliers pour pouvoir s'entraîner un petit peu dans des environnements de test. Et ensuite, on a implémenté techniquement. Donc là, on a fait l'implémentation technique. J'ai réalisé les scripts d'automatisation qui allaient chercher les données pour ensuite les piloter, containeriser l'application qui, au démarrage, allait chercher des données sur un autre serveur, etc. Tout ça a été cartographié, étudié, listé et surtout implémenté. Et puis on a établi enfin la checklist, quels étaient vraiment les besoins, quels étaient les critères d'acceptation. Donc comment est-ce qu'on allait répondre aux besoins et comment on allait pouvoir mesurer qu'on y avait bien répondu. Et c'est ce qui m'amène à la slide suivante, les solutions techniques. Donc comment est-ce qu'on a articulé toute cette transformation? Principalement 3 piliers, GitLab en premier, qui était déjà une solution interne qui était utilisée assez intensivement par le groupe Hammersport, qui est un outil en fait commun qu'on a mis en tout cas, on l'a rendu commun aux équipes opérationnelles et aux développeurs. C'est comme ça qu'on fait un peu du DevOps. Ça passe aussi par l'utilisation des mêmes outils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un GitLab pour les Ops, un GitLab pour les devs. C'est la même plateforme. Ils ne travaillent pas sur les mêmes projets, mais en tout cas, la gestion des droits est commune. Les façons de faire sont communes. Des briques de l'un peuvent être utilisées dans l'autre. Voilà. On a essayé de pousser un petit peu dans ce sens-là pour que tout le monde utilise les mêmes outils et les mêmes technos et pas que les équipes parlent un langage trop différent. C'est ça qui est assez primordial aussi, c'est que les équipes puissent se comprendre pour pouvoir collaborer. Donc on a implémenté le code de la CI avec l'aide de GitLab CI, qui sortait tout juste de bêta en plus à l'époque, et donc qui avait une bonne émulation autour et qui est une technologie qui depuis a fait ses preuves en plus. Donc on a implémenté les scripts de CI qui donc automatisent les tests, la conteneurisation des applications, leur build, leur stockage quelque part dans une registry, en l'occurrence dans OpenShift, et ensuite leur déploiement dans OpenShift pour ensuite exécuter les tests. Donc au niveau de l'application, il fallait que les tests soient prêts. On a aussi évolué de ce côté-là en désignant un petit peu un référent technique côté développeur qui était mon interlocuteur principal pour pouvoir faire tourner les tests dans les bonnes conditions et surtout de manière conteneurisée, parce qu'il y avait des petites reprises à faire. Donc l'utilisation de conteneurs principalement, c'était pour pouvoir être portable, pour pouvoir être déployable facilement, pour pouvoir déjà mettre des choses, parce que historiquement, le Magento, quand il démarrait, il allait faire pas mal de choses qu'on a déjà packagées dans les images pour pouvoir réduire le temps de démarrage des tests, en tout cas des environnements qu'on allait déployer pour les tests. Donc l'avantage du conteneur, clairement, c'est que c'est rapide à lancer, à scaler, à décliner aussi sous plein de formes. Il faut savoir que la plateforme Magento était déjà déclinable en marques différentes. C'est-à-dire que la marque Salomon et la marque Arterix possèdent le même socle commun technologique, c'est le même Magento. Et donc, ça permet ensuite, juste avec quelques variables d'environnement, de pouvoir provisionner la même image Docker, mais de manière différente, et donc effectuer des tests sur plusieurs marques à la fois avec le même build. Donc ça, on s'approchait un petit peu des critères d'éligibilité d'applications cloud native.
Et ensuite OpenShift, bien sûr. OpenShift, donc, qui a été monté en même temps, en parallèle de tout ce travail-là. OpenShift, on a établi donc les templates. On a fait le plus de réutilisabilité possible, à savoir que les templates, on les a rendus le plus génériques. C'est la valeur ajoutée d'ailleurs d'OpenShift par rapport à du Kubernetes. Vanilla, c'est de pouvoir avoir des templates qui sont paramétrés et donc de pouvoir, avec la même template, déployer un déploiement qui va ressembler, des déploiements qui vont se ressembler les uns les autres, mais qui ne seront pas avec forcément la même image ou les mêmes paramètres ou les mêmes nombres de réplicas. On va pouvoir jouer sur des petits paramètres comme ça, et surtout au niveau du code, c'est complètement maintenable. Et puis après, on a créé donc des namespaces, on a fait toute une organisation au niveau des images aussi pour l'image de base, ensuite les images dérivées. On a buildé dans OpenShift. Et puis donc la CI pilotait OpenShift qui buildait, et ensuite la CI lui disait de déployer l'image qui venait juste d'être buildée. Et puis grâce à ça, on a pu gagner beaucoup de temps dans les tests. Des tests qui prenaient plus d'une heure prenaient à la fin un quart d'heure de mémoire. Tout ça en déployant à peu près 80 pods à chaque commit. Et éventuellement, après, ce chiffre a grandi encore, puisque on a déployé jusqu'à 10 pipelines à la suite. Donc, on était sur un nombre de conteneurs assez conséquent. Si on ramène ça à une journée, on devait se rapprocher parfois à certains moments du 1000 conteneurs par journée. Et tout ça de manière assez transparente et facile grâce à OpenShift. Et c'est pour ça que je pense que les équipes étaient plutôt satisfaites du résultat, dans le sens où ils ont vraiment gagné en vélocité et en rapidité. D'ailleurs, Pascal, je te repasse la main si tu veux présenter un petit peu les bénéfices. La plateforme qu'on a montée avec OpenShift, reliée à tout le reste de la plateforme e-com, et c'est exactement ce qu'on voulait faire dans notre stratégie. C'est-à-dire bouger d'une infrastructure un peu monolithique, même s'il était déjà scripté, CIisé, etc. Aujourd'hui, on a découpé tout ça en petits modules, et tous ces petits modules, on peut en créer des nouveaux, on peut les instancier, les désinstancier, et donc l'idée, c'était d'avoir une architecture orientée service. Et donc maintenant, avec ces plateformes OpenShift, les devs peuvent eux-mêmes décider de créer un nouveau microservice, d'avoir tout autour des containers, des pods qui sont déjà pré-paramétrés pour dire, OK, mon microservice, par exemple, je vais faire une fonction de prise de commande ou de choses comme ça. Donc, on instancie tous les containers de la solution Magento existante. On est capable d'avoir un nouveau pod pour ce nouveau module, et rapidement, on va pouvoir constater si le module est bien programmé, s'il peut interagir correctement avec l'environnement existant. Si il faut faire des modifications dans l'environnement existant, on peut aller automatiquement interagir dans des pods existants, faire des tracks de changement, etc. pour être sûr que tout s'intègre bien à la fin. Ce qui a été aussi vraiment bénéfique, c'est la réduction des erreurs sur le processus de déploiement, puisque dès qu'on a un nouveau module et qu'on a des changements qui impactent les autres modules, on a automatiquement la liste de tous ces changements, on sait exactement qui a modifié quoi, pourquoi. On a tout ça dans des pipelines, on est capable de reproduire exactement la même chose sur les environnements existants. Donc ça, c'était vraiment la valeur ajoutée, c'est de faire justement ces templates et de faire tous ces modules existants qu'on peut changer ou pas, ou instancier en gardant tout ou partie de l'infrastructure existante. Donc notre POC de départ, qui était vraiment de tout modéliser à l'intérieur de templates, est toujours existant. On l'utilise de moins en moins complètement, mais de plus en plus de petits nouveaux modules sont créés par les devs eux-mêmes, sans tout à fait ce que les ops interviennent. Mais nous, voilà, on a une vision très claire sur les dashboards, sur les ressources qui sont utilisées, à quel point ils ont besoin de compute ou de stockage, et qu'est-ce qu'on doit prévoir pour les développements futurs. Donc l'usage principal aujourd'hui d'OpenShift chez nous, c'est majoritairement des modules, donc de la plateforme e-com, des petits produits de gestion de catalogue, de gestion de collection, de gestion d'images. On a aussi toutes les consoles d'administration qui avant étaient sur des VM ou sur des gros environnements. Maintenant, c'est beaucoup plus petit. Ça tombe dans des conteneurs qu'on peut démarrer ou arrêter quand on a besoin de ressources.
On a aussi tous les modules techniques, donc les interfaces entre les différents morceaux, les différentes marques des plateformes digitales. On a tous les logs, on a tous les GitLab Runners, et tout ça maintenant tourne dans OpenShift et instancié, désinstancié à la volée pour optimiser les ressources. Donc au niveau des résultats, évidemment, on est beaucoup plus agile qu'avant. On valide les nouvelles fonctionnalités au niveau technique, mais aussi au niveau business beaucoup plus rapidement. Donc le backlog des demandes business auparavant était, on va dire, d'une centaine de changements en permanence, et maintenant le backlog il est à peu près d'une dizaine de changements, puisque pour un changement on est capable de l'implémenter parfois dans une seule journée. On va pouvoir mettre plusieurs nouvelles fonctionnalités, les faire des mocks ou faire des maquettes qu'on va montrer très rapidement au business, et ils pourront valider ou pas valider ces nouveaux concepts. Donc et la chose la plus intéressante en fait de ce genre de plateforme, c'est notre capacité à pouvoir se tromper. En fait, avant, ça faisait un peu peur de monter des grosses infrastructures, de dire ah bah non, on s'est trompé d'architecture, il faut tout refaire. Maintenant, on peut construire des choses, vérifier très rapidement que ça marche ou que ça marche pas, et si ça marche pas, on scratch tout et on recommence. Donc, on peut tester ce qu'on appelle les très bonnes mauvaises idées très rapidement, se tromper, faire du quick quick try and fail, et puis recommencer quasiment indéfiniment. Donc voilà, du coup, je passe la parole à Jean pour le petit bilan entier de notre expérience. Donc oui, c'est intéressant ce que dit Pascal, et en conclusion, pour ouvrir, je vais juste, on a cette expérience avec Apalia et ça s'est reconnu sur le cas d'Amersport. Il faut toujours penser au pire des cas possibles quand on automatise, parce qu'il va falloir être capable de faire remonter l'infrastructure conteneurisée de manière rapide et surtout de manière fiable. C'est-à-dire qu'il faut toujours anticiper tous les cas possibles. Et pour ce faire, il faut toujours ce qu'on appelle le design for failure, à savoir anticiper tous les cas. Et peut-être que des gens qui nous écoutent se reconnaîtront dans ce cas-là, mais c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, et ça va de pair aussi avec le fait qu'il faut... Le changement et la conteneurisation des applications, elle est tellement transversale qu'il faut faire attention au bottleneck dans le sens humain, organisationnel. Il n'y a pas une seule personne qui doit être capable de remonter une infrastructure complète. Le savoir doit être un peu dilué et partagé, scalé un peu sur les équipes. Et c'est pareil au niveau technique. Il faut faire attention à tout ce qui est single point of failure. Tout automatisé, c'est quand même la clé aussi. On l'a bien vu avec Amersport, l'automatisation, c'est quand même la clé qui permettra de rendre le job intéressant, d'éviter de se répéter, de réécrire et de refaire les mêmes actions manuelles toujours et toujours, et de pouvoir se concentrer sur la vraie valeur de l'application, à savoir implémenter des nouvelles fonctionnalités, et ensuite leur validation est automatisée, et puis leur déploiement dans des infrastructures complexes, elle aussi automatisée. Ça, c'est la force d'OpenShift. Et tout faire en infra as code, ça permet aux équipes de parler le même langage, et ce sera le mot de la fin, mais c'est ce que j'appelle vraiment le vrai DevOps, c'est parler le même langage entre les équipes infra, les équipes ops. Je pense que Pascal confirmera. On a vraiment ce besoin de tous collaborer entre les équipes infra et les équipes dev pour pouvoir supporter des environnements de plus en plus complexes. Très bien, messieurs. Merci pour cette présentation, c'était très clair. On constate, je crois, une belle collaboration entre les équipes d'Amersport et les équipes Apalia, et on voit la valeur ajoutée d'Apalia pour intégrer les différentes équipes à travers une ingénierie continue tout le long du projet. C'est très intéressant, et c'est vrai que c'est un projet qui a commencé il y a déjà quelques années maintenant. Donc j'espère que on aura plus tard la chance de vous écouter prochainement sur les dernières avancées sur ce projet, que vous nous raconterez la fin de l'histoire, parce que là, vous nous avez juste raconté le début. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute, et j'espère que ce retour d'expérience
vous aura été bénéfique.